Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Donc d'abord, je me présente avant de démarrer. Tristan Brizard, je suis architecte, je travaille à Nantes, je vis et travaille à Nantes. Et je suis installé depuis 10 ans sur Nantes et je travaille sur des projets à la fois publics et privés, particuliers, assez variés. Et une structure relativement petite. Ouais, je voulais faire un petit préambule, mais il a été fait. Hein. Donc c'est très bien, ça fait gagner du temps. Voilà. Donc c'est un projet qui a démarré en 2012 et donc qui a été finalisé en 2015. Donc ça a duré à peu près 2 ans et demi. Démarrage de 2012, une extension, bon, on verra après les surfaces. Donc voilà, famille, donc un couple avec 3 enfants qui attendent un 4e et donc qui vont vite se retrouver à court d'espace dans leur maison. Donc une demande d'une chambre supplémentaire et d'un bureau professionnel parce qu'ils ont une activité d'artisan peintre. Et du coup, c'est un espace dont ils avaient besoin. Le contexte, donc ça se situe à Vigneux-de-Bretagne dans un contexte rural, bocagé, dans un petit hameau, entouré de zones agricoles et zones naturelles. Donc en fait, le site est situé, enfin la maison est située ici, juste le long de la départementale D81 qui relie Sautron à Vigneux-de-Bretagne au nord. Donc en fait, une route assez passante. Le PLU, alors c'est zone classée UH1, c'est-à-dire zone rurale à dominante d'habitat, et entourée de zones NH, zone isolée, enfin habitat isolé en milieu agricole ou naturel. Pour situer. Le PLU nous donne certains éléments qui vont quand même influencer le projet, à savoir principalement contrainte importante à l'époque qui n'existe plus, un coefficient d'occupation des sols fixé à 0,2, c'est-à-dire une surface maximale constructible de 135 mètres carrés à peu près, parce que la parcelle faisait autour de 700, un peu moins de 700, en sachant que la maison d'origine préexistante comptait 110 mètres carrés. Donc, ce qui veut dire qu'on avait théoriquement le droit à une extension maximale de 30 mètres carrés, ce qui était assez limite. Donc on a pu un peu devancer l'évolution du PLU de manière à proposer quelque chose de plus important. Et donc un élément important effectivement aussi, c'est on suggère vivement 2 versants principaux avec des pentes et des matériaux de type ardoise. On a quand même réussi à faire un petit peu évoluer ça. Enfin, donc voilà le contexte, l'arrivée sur le site, la maison, donc photo prise en 2012, hein, la maison préexistante, donc voilà, cette petite maison-là et la départementale. On arrive de la même manière, donc on se rapproche de la maison. Maison de pierre, qui est en fait une construction unique, hein, jumelée avec une autre partie, qui elle est recouverte d'enduit, ce qui veut dire que initialement la maison n'était pas en pierre apparente, d'autant plus que l'appareillage n'est pas exceptionnel. L'arrivée sur la maison, on s'aperçoit d'un parking très présent, une entrée d'origine de la maison qui est ici, qui est condamnée, qui ne sert plus, qui est opacifiée, et un accès sur le jardin avec un accès direct. Bon, je vais arrêter parce que ça marche. Un accès direct dans la maison. Donc pas de réelle entrée, un parking très présent. Donc ce que j'ai pu constater sur place en arrivant, des espaces de vie assez fermés. Donc là, je vais essayer de leur faire remarcher quand même. Ça, voilà, on lit bien la parcelle, la maison concernée, des constructions qui figuraient au cadastre, qui étaient plus présentes sur le lieu. Ça, c'est les constructions qui étaient déjà plus présentes quand je suis arrivé. L'état actuel, donc, préexistant de la maison, une terrasse, la parcelle. Donc premier constat, pas d'entrée clairement définie, un parking très présent, des espaces de vie, cuisine, salon, salle à manger, très bas de plafond, 2,25 m, peu ouvert et assez sombre. Donc déjà en premier jet, l'idée c'était de profiter de cette extension pour essayer d'apporter du volume, de la hauteur et de la lumière à l'ensemble de l'habitation, l'ouvrir davantage sur le jardin, certes au nord, mais
qui offre une profondeur, la coupée du parking, en définissant une zone claire de stationnement et d'entrée. Donc en quelque sorte, effectivement, c'est redéfinir un petit peu, repréciser la commande initiale. C'est-à-dire ce que j'ai proposé au départ, c'est, dès le début, c'est de construire une extension qui accueille les espaces de vie et plutôt que l'espace de suite parentale demandé, et de reconvertir, restructurer le séjour existant en suite parentale. Donc voilà comment s'implante l'extension par rapport à la maison existante. On a fait le choix de la faire en décalé par rapport à la maison, parce qu'on a une façade ici qui est très ouverte, très contrainte. Et l'idée était effectivement de préserver au maximum les apports de lumière dans la maison actuelle, en la reliant uniquement par une petite coursive étroite et assez basse, qui s'insère dans l'interstice entre les différentes ouvertures. Donc je reviendrai sur le plan, on va faire un petit zoom sur le plan. Donc voilà l'extension. On a limité la zone de parking à cette partie-là. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné ce truc. Bon, j'ai avec la souris. Ça marche pas bien. C'est un peu pénible. Voilà. Le parking est situé ici. On a défini une zone ici de tampon entre l'entrée de la maison et le parking, ce qui fait que le parking est complètement, ressort complètement de l'habitation. Et par cette implantation en décalé par rapport à la rue, on retrouve un volume de terrasse assez intime, un retrait sur la rue qui nous permet d'ouvrir le projet au sud. On retrouve en fait chaque exposition par l'extension, et on hiérarchise complètement les espaces par une entrée qui permet une nouvelle distribution de la maison avec une zone nuit clairement définie de l'ancien séjour et un vestiaire d'entrée, et qui fait en fait le lien entre la cuisine et le nouvel espace de vie. Voilà. Et donc à chaque fois, c'est d'essayer d'adapter les ouvertures en fonction de ce qu'on cherche, quoi. Donc là, on est tout à fait fermé. À partir de là, le parking s'efface, on retrouve une ouverture d'angle qui s'ouvre sur la longueur du terrain. Un grand ouvrant sur la terrasse, un puits de lumière pour créer une ventilation naturelle l'été et ramener de la lumière en partie centrale moins éclairée, et une ouverture sud pour le bureau. Voilà la vue en toiture. Donc au final, c'est un projet qui est relativement en rupture avec ce qui, même si, on verra que d'un point de vue matière, on a cherché à faire une résonance avec l'existant, mais dans son implantation, dans sa forme et dans sa manière de chercher l'extérieur, il est complètement en rupture avec la maison préexistante. Voilà les premières les façades. Donc façade sur le jardin. On voit aussi que le jardin est en hauteur par rapport à l'entrée. On a 70 cm. La façade d'entrée, la façade sur terrasse. Donc voilà, on décline en fait on a un volume en réalité plein, presque un peu iconique, quoi, et on vient le découper par des ouvertures précisément choisies. Après, c'est poser la question de la matière. Donc l'ensemble du projet est revêtu de bardeaux de châtaignier fendu. Bon, je passe les détails, hein, si toutefois il y avait des questions. Dans le but, voilà ce qu'on voit sur cette photo, de faire écho avec les éléments en pierre existants, de retrouver, même si on a une forme très simple, très épurée, avec des lignes très marquées, une certaine rugosité, comme des façades en écaille, quoi, qui viennent dialoguer tant en teinte qu'en aspect avec les murs de pierre.
Donc voilà, la coupe sur l'extension, coupe structurelle. On comprend aisément aussi le choix d'implantation pour laisser passer la lumière et l'ensoleillement sur les ouvertures de l'étage. Alors, et un projet qui s'est vu en deux matériaux, bois et métal. On a à la fois une structure métallique comme un squelette à l'intérieur, qui est revêtue d'une coque de bois, et qui se laisse apercevoir de l'extérieur par les ouvertures et les cadres et chéneaux. Donc là, vraiment, c'est la phase métallique du projet, parce qu'on n'a que du métal, y compris le béton. On est vraiment au stade ferraillage, ossature, donc on a un squelette de métal. Donc ça, voilà, l'extension bardeau tout juste posée, donc une teinte relativement homogène qui va vite évoluer. On aperçoit effectivement ici la menuiserie à l'étage et son dégagement. Donc là, la vue depuis le jardin, donc effectivement, on absorbe la différence de niveau et on cale une ouverture au ras du jardin, ce qui laisse un dossier à l'intérieur, en fait, une allège. Voilà, donc ça c'est après quelques mois, le bardeau donc, qui est effectivement utilisé sur toutes les phases du projet, couverture, façade, grise de manière différentielle et un peu plus en couverture. Et je trouve qu'à ce stade-là, il y a une vraie résonance avec la pierre. On voit vraiment le principe des deux volumes implantés en décalé, la résonance des matières. Voilà, quelques mois vus depuis le jardin. Donc c'est une maison qui avait déjà été un peu modifiée par des éléments comme ça. Enfin, notre travail était vraiment uniquement cette extension-là. On n'a pas touché, à part l'intérieur du séjour, mais on n'a pas touché à la maison existante. Voilà, donc là, une vue de nuit, on aperçoit effectivement les différentes ouvertures, le lien qu'on a recréé entre le jardin et la terrasse, l'ouverture par une grande baie sur la terrasse qui coulisse en galandage. Donc après, voilà, c'est un petit épisode sur l'eau de pluie, parce qu'on s'aperçoit que l'ennemi principal de l'architecture, c'est l'eau. En tout cas, c'est de ça qu'on essaie de se protéger d'abord. Et à la fois, c'est aussi une chance pour imaginer et dessiner des choses qui sont un peu poétiques. Là, c'est l'exemple d'un temple des mousses au Japon, où déjà avec des bambous, il y avait un travail sur les chéneaux, les gouttières, les descentes d'eau pluviale, qui à la fois qui rythmaient les espaces autour des bâtiments. Et c'est particulièrement ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on récupère les eaux du versant ouest et du pignon jardin vers une seule et unique descente qui apparaît un peu comme une fontaine ou une mise en site, enfin une mise en situation de récupération d'eau de pluie, parce qu'on a un réservoir d'eau de pluie qui est enterré, et en même temps qui permet de délimiter le parking de l'entrée de la partie plus piétonne par laquelle on arrive. Donc là, clairement, on a rejeté les véhicules à l'extérieur de la maison et du jardin. Et ça permet, voilà, c'est aussi ce travail sur ces cadres qui, le châtaignier étant plein de tanins, avec le ruissellement de l'eau, le tanin a tendance à couler et à se déposer sur les menuiseries. Donc le but de ces cadres, c'est effectivement de récupérer, d'éviter les coulures de tanin sur les menuiseries
et de venir conduire, enfin, comme des gouttières à haute pluie, et les ramener vers la descente. Et du coup, on s'en sert esthétiquement comme élément d'habillage des tableaux, et on travaille plutôt avec des éléments épais de charpente plutôt qu'en tôle façonnée. Voilà une vue de nuit. Alors là, juste sur l'image précédente, on voit la transparence, c'était une des volontés par cette coursive, entre le jardin, la terrasse et l'entrée. On a vraiment toute l'enfilade en fait, longitudinale entre la rue et le jardin. Donc des détails. Alors sur un projet comme ça, on est obligé de dessiner beaucoup de détails quand même. Même si c'est petit, il y a pas mal de choses à dessiner. Là, c'est notamment le détail sur la menuiserie au ras du jardin, avec justement les dessins des cadres, la charpente métallique et la coque de bois isolée. Voilà le détail du chéneau qui s'insère les bardeaux. La vue qu'on a en entrant, donc avec effectivement la perspective sur le jardin. Alors voilà, là on s'aperçoit bien effectivement, donc le choix a été effectivement de peindre la charpente en couleur sombre, et on voit bien le squelette de métal qui est recouvert d'une peau de bois. Et on a volontairement on l'a désolidarisé de la peau par un élément en tube, hein. C'est-à-dire qu'on a comme un joint creux ici, ce qui fait qu'on a vraiment la sensation d'une coque qui recouvre un squelette. Et l'ensemble effectivement des intérieurs sont recouverts de panneaux de contreplaqué bouleau. On n'a aucun doublage, ça c'est aussi une des solutions à laquelle j'ai pu réfléchir pour essayer de gagner en économie de projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas de doublage intérieur, donc on économise les lots plâtrerie, peinture, etc. Ça a la contrainte d'être obligé de passer les réseaux en dalle. Donc là, on a des prises de courant et toute l'électricité est passée en dalle, en sol en fait. On n'a aucun élément de réseau en mur, mis à part effectivement les suspensions. Après voilà, on est sur une dalle brute au sol. L'ensemble du volume, donc 70 m², est chauffé par un poêle, un seul et unique poêle, rien d'autre. Donc là, effectivement, ce qu'on voit, la fenêtre de toit, là, elle est motorisée, ce qui permet de créer une ventilation naturelle l'été. Après, j'avais mis quelques chiffres pour avoir une ordre d'idée, parce que c'est quand même toujours intéressant sur ces projets qui sont avec des budgets quand même assez serrés. On arrive à un coût global de travaux de 95 000 € hors taxes. Une fois qu'on balaye les honoraires de maîtrise d'œuvre, les études géotechniques, assurance dommages ouvrages, taxes diverses, on arrive vraiment à un coût d'opération de 135 000 € pour 70 m². Donc au mètre carré, c'est un coût relativement élevé, mais c'est le cas sur les petits projets. On a du mal à amortir sur la grande échelle.